dénuées de format, il nous met les langues de l'insulinde et de l'Annan. Donc en gros, les langues de l'Asie du Sud-Est. Dans les langues qu'il appelle à matériaux variables, il distingue celles qui pratiquent le redoublement et la préfixation, et il y met les langues polynésiennes, celles qui présentent des ajouts agglutinés aux racines, en particulier les langues ouralo-altaïques. Hein. Bon, on sait maintenant que la famille ouralo-altaïque est très très incertaine, hein, mais bon, à l'époque on a ça. Et puis les langues pratiquant l'incorporation, dont le fameux mexicain, c'est-à-dire le nahuatl. D'un autre côté, dans les langues dotées de formats morphologiques, on a aussi les coordonnantes, et là on a le chinois mandarin classique. Ensuite, les langues à matériaux variables, celles qui pratiquent une agglutination lâche des éléments grammaticaux, dont l'égyptien, celles qui pratiquent une variation interne de la racine, langue sémitique, et celles qui pratiquent essentiellement la suffixation, le sanskrit, le grec classique, etc. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis en marron, sur fond marron, les points 4 et 5 bon, qu'il y ait de l'incorporation, de la polysynthétisme dans le nahuatl et les langues américaines, pas de discussion. Mais là où est le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on a une classe 5 du chinois qui se distingue de la classe 1 des langues de l'Inde du Linde. C'est-à-dire pourquoi décide-t-on que le chinois a une forme interne alors que les langues de l'insulinde n'en auraient pas. Je pense, hein, pour ce que j'ai lu, c'est la question que j'ai posée ce matin, que c'est lié à au fameux débat avec Jean-François Abel-Rémusat, hein, et le fait que Humboldt a été quand même sérieux, c'est-à-dire qu'il a lu effectivement ce qu'avaient écrit les sinologues, et il s'est dit, le raisonnement ne tient pas. On ne peut pas affirmer que parce qu'un peuple parle une langue isolante, d'office, sa civilisation est d'un niveau inférieur. Donc il a eu cette idée de trouver un génie particulier au chinois, et ça lui permet à ce moment-là, puisque le chinois a un génie particulier, de le classer dans les langues dotées d'un format. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que va en faire Mistelli en 1893 ? Alors, dans la première colonne, on a le classement de Mistelli, il y a 6 classes. Dans la deuxième colonne, le classement correspondant de Steinthal en 1860. Alors, il y avait 8 classes, si bien que le type 2 de Mistelli correspond au type 1 et 5 de Steinthal en 1860, et le type 6 correspond aux classes 7 et 8. Alors, la notion de forme interne ou pas, c'est ce qui est marqué ici par moins F ou F. Hein. Donc si c'est F, ça veut dire A un format ou une forme interne. Si c'est moins F, n'en a pas. À partir de cela, il va nous proposer un classement sur le statut des mots, et il nous dit, dans le type 1, on a des mots-phrases. Donc le type 1, c'est les langues incorporantes, Einverleiben, donc le mexicain, le groenlandais ont des mots-phrases. Ensuite, on a les langues qui isolent les racines, Wurzelisolierend, donc le chinois et le siamois comme exemple des langues de l'Asie du Sud-Est. Mais le chinois reçoit un F, donc il est avec format, et le siamois n'en a pas. Donc on est devant une classe qui existe selon Mistelli, mais en même temps qui est bifide, hein, qui a 2 variantes. Ensuite, on a le type 3, c'est les langues qui isolent les radicaux. Stamm isolierend. Il nous propose le malayo-polynésien, le dajak, et c'est toujours des non-mots. Donc ces 3 classes, c'est-à-dire 2, 3 et 4, ont des non-mots. Alors, malayo-polynésien, ça recouvre le phénomène que, par exemple, pour le peu que je sais de l'indonésien, on a des phénomènes dérivationnels très très importants. La dérivation marche très bien, mais par contre la flexion est pratiquement inexistante. Donc apparemment c'est ça qui est la lettre. Ensuite on a les langues qu'il appelle enchaînantes, c'est ma traduction pour Anne Ryan, avec l'égyptien copte qui a un format et les langues bantoues qui n'en ont pas. Là aussi je me pose la question,
y a-t-il véritablement des arguments linguistiques pour décider que l'égyptien copte est une langue, disons-le, civilisée, et que les langues bantoues sont des langues non civilisées, alors qu'apparemment le processus linguistique, morphologique sur lequel elle s'appuie est analogue. Et puis enfin, on a les langues flexionnelles, type sémitique, type indo-germanique, et là on a le droit à la notion de vrais mots. Là, des vrais mots. Bien, alors, toute petite remarque simplement pour s'amuser, c'est que Steinthal, dans son classement de 1860, a placé l'hébreu sous le sanskrit. Il a dû se dire, j'ai déjà assez d'ennuis comme ça, j'arrive pas à passer prof, si en plus je mets l'hébreu au-dessus du sanskrit, là je suis fichu, donc restons calmes. Et Mistelli, il n'était pas juif, il n'avait pas les mêmes problèmes, donc il a décidé que c'était au même niveau. On n'avait pas discuté, hein, l'hébreu et le sanskrit sont au même niveau. Je remercie Floris Solfeld, qui doit être là, voilà, pour m'avoir fait connaître ces cartes de l'Afrique, cartes politiques, enfin si on peut dire politiques en 1856, hein, disons d'époque, cartes ethnographiques et cartes linguistiques pour ce qui est des langues mandingues. Donc on voit que ce qui est entouré en bleu, ça correspond approximativement à l'espace des langues mandingues, qui sont entourées d'un côté de ce qu'on appelait à l'époque la Sénégambie, hein, Sénégal, Gambie, et puis à l'est, un peu plus à l'est, le domaine guinéen. Du point de vue de la langue, de la carte linguistique qui a été proposée par Ravenstein en 1883, on voit que l'espace mandé se situe au milieu, dans le pli du milieu. Alors, maintenant, je vais passer à la discussion. Je vais essayer de discuter les arguments que propose Steinthal pour dire que les langues mandingues sont inférieures et n'ont pas de forme. Dans le présent écrit, l'auteur cherche, alors ça c'est l'édition de 1851, celle qui a obtenu le prix Volney. C'est important de dire qu'elle a obtenu le prix Volney parce que ça veut dire qu'il y avait quand même une sorte de consensus, hein, chez les linguistes à l'époque pour dire que c'était quand même une œuvre de grande qualité. Hein. Ce ne sont pas des idées qui lui viennent tout seul, il fait partie d'un mouvement d'opinion. Donc dans le présent écrit, l'auteur cherche à montrer qu'il existe des langues qui sont réellement incommensurables avec le chêne catégoriel des grammairiens philosophes et dont la comparaison avec nos langues indo-européennes, supérieurement organisées, est aussi peu possible quant à leur composition interne que celle respectivement d'un insecte et d'un mammifère. Et là on arrive dans cette fameuse discussion qui passionne tout le monde dans les années 1850 après, le naturalisme linguistique, hein. On va prendre modèle sur ce qu'on peut dire des gens comme Buffon, comme Cuvier, à propos de l'anatomie, de la physiologie des différentes classes animales. De même que l'anatomie comparée a identifié différents types ou formes primitives d'animaux, de même il appartient à la recherche linguistique comparative de mettre en évidence différents formats internes des langues qui se ressemblent peu ou pas du tout. On a tenté, c'est lui, hein, on a tenté de démontrer l'existence d'un tel type linguistique dans quelques langues nègres. Un exemple emprunté à la physiologie permettra de saisir cette distinction. Car dans cette discipline, on rencontre quelque chose de tout à fait similaire. Les poumons, les branchies, les trachées sont des notions anatomiques, comme la flexion, l'agglutination ou l'isolation appartiennent à l'anatomie des langues. Donc on a un jeu de concepts de l'anatomie et de l'anatomie des langues. La respiration est une notion générale, une idée abstraite. Il n'emploie pas le terme de fonction, enfin bon, ça fait penser quand même à la fonction crée l'organe, hein. C'est la pensée scientifique de l'époque. En revanche, le rétrécissement et l'élargissement de la cage thoracique, présent chez les mammifères et les oiseaux, qui respectivement aspirent l'air dans les poumons ou le fait refluer de ces derniers, ou bien l'absorption de l'eau fraîche à l'aide, non pas de la mouche, bien sûr, mais de la bouche, et son rejet par les branchies, comme cela a lieu chez les poissons, ou encore la manière dont les grenouilles avalent l'air, voilà trois notions physiologiques différentes. Exactement de la même manière, l'unité interne des langues affirmée jusqu'à présent, j'ai mis entre crochets par la grammaire générale, est un phénomène qui ne repose nullement sur le format linguistique, mais sur les formats logiques
et métaphysique du contenu de la pensée, lequel réside pour cette raison en dehors des langues. De même que la grenouille et l'être humain respirent, de même la langue sozo et le sanskrit ont des mots pour exprimer l'activité et les substances. C'est-à-dire que les catégories métaphysiques sont les mêmes pour le contenu des représentations, comme le processus physiologique l'est pour la respiration. Mais de même que physiologiquement, la respiration humaine à l'aide de la poitrine fait défaut chez les grenouilles et chez les espèces encore inférieures, de même les catégories nom et verbe du sanskrit font défaut en sozo. Le sozo, c'est une des langues mentales. Donc, en gros, on peut dire que les gens qui pratiquent le sozo ont des branchies. C'est à peu près le type de raisonnement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des véritables poumons, hein, ils doivent se contenter de ce que la nature leur a donné, c'est-à-dire des branchies. 16 ans après, réorientation de l'étude pour publication, alors qu'à l'époque, c'est-à-dire en 1851, je me limitais à un point de vue strictement descriptif, la révision devait être maintenant entreprise du point de vue supérieur de la psychologie rationnelle. Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il a fait des progrès dans sa collaboration avec son beau-frère, Moritz Lazarus, depuis. Ils ont créé tous les deux la Zeitschrift für Völkerpsychologie, donc la revue de psychologie des peuples, et il a fait des progrès, lui, en psychologie, donc il va pouvoir adopter ce point de vue. En fait, on préférerait, dans la terminologie moderne, remplacer par anthropologie. C'est plutôt un raisonnement anthropologique qu'un raisonnement psychologique. Je me rends bien compte que j'ai posé au psychologue plus de tâches qu'il ne peut en assumer. Mais je considérerais cela déjà comme un succès satisfaisant si j'ai pu rendre un tel problème accessible aux psychologues. À la page 14 de l'introduction de 1867, il écrit que les langues traitées ici se situent à un niveau très bas, c'est-à-dire qu'elles soient très imparfaites dans leur organisation. C'est ce que je dois affirmer avec l'insolence que réclame la science. S'il devait m'arriver le malheur que l'un de ces esprits égarés qui défendent l'esclavagisme fasse référence à mon livre dans ce sens, cela me peinerait. Mais de la même manière qu'un hasard malheureux peut peiner. En gros, s'il y a des gens qui me lisent mal, c'est pas de ma faute. Le sauvage est un être humain sclérosé de manière bien trop précoce. Donc ça, c'est un point assez important. Sclérosé de manière bien trop précoce, c'est-à-dire que c'est le thème de l'homme qui est resté enfant. Et le chinois, alors maintenant on n'ose plus dire le chinois, mais disons les langues de l'Asie du Sud-Est, sont des langues qui n'ont pas réussi à sortir de l'état d'enfance. C'est-à-dire que toutes les langues sont supposées dans leur histoire pouvoir avoir le potentiel pour passer d'un état isolant à un état agglutinant, à un état flexionnel. Certaines ont la capacité de le faire, hein, et d'autres ne vont pas pouvoir, vont rester à ce niveau infantile. Donc c'est le même type de raisonnement qu'on a ici. Effectivement, le nègre vit dans un état sauvage, non pas d'errance isolée, mais doté d'une organisation destinée à asservir leur esprit. C'est ainsi que procède la science rigoureuse. Et qu'en résulte-t-il sur le plan pratique? Rien d'autre ne peut en résulter que l'obligation des peuples plus heureux, dotés d'une moralité supérieure, ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement, dotés d'une moralité supérieure, de prendre soin de leurs frères malheureux et coupables de leur malheur. Alors, ils sont coupables de leur malheur parce qu'ils n'ont pas eu le courage, l'énergie pour sortir d'un état infantile. S'ils sont dans un état infantile, c'est parce qu'il fait trop chaud là-bas. Hein, voilà, et qu'on manque d'énergie. Et donc, il faut les éduquer. Alors, je me suis permis de rajouter quelque chose. J'ai créé un mot français, d'ailleurs, sauvageté, non, c'est sauvagerie. L'interprétation de la sauvagerie comme une sclérose précoce d'un peuple est comparable à celle des langues isolantes qui, selon Schleicher, ne sont pas parvenues au stade agglutinant, ou des langues agglutinantes qui ne sont pas parvenues au stade flexionnel. Et ça va être développé un peu plus... Enfin, sinon, c'est la même époque. C'est 1861 pour Schleicher, 1867 pour Steiner. Alors, quelles sont les défaillances? Première défaillance, le manque d'isolation des représentations. Mangelhafte Isolierung der Vorstellungen. Seul ce qui se dissocie mutuellement parvient à une existence indépendante. C'est ainsi que le mot doté d'un format des langues flexionnelles vit dans la conscience comme une monade.
comme un élément particulier, il n'en est pas de même dans les langues mandanes. Le mot pour hören, entendre, ne peut pas être employé comme l'expression isolée, absolue de l'activité de l'oreille, comme nous le faisons quand nous disons « j'entends »,« je ne peux pas entendre » ou « je t'entends ». En sozo, on ne peut pas dire simplement « decken », ouvrir, « schließen », fermer, « öffnen », ouvrir, mais fermer ou ouvrir une ouverture. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un terme désignant l'ouverture qui va se combiner. En sozo, on dit « nia naito », voir avec l'œil, pour simplement voir. Sozo kulon, savoir, semble déjà décomposé de ku, chose, et lon, savoir. Mais c'est sorti de la conscience des sozo, car ils ont perdu le mot ku. C'est pourquoi ils disent, pour savoir, fe kulon, c'est-à-dire qu'ils adjoignent leur mot vivant pour chose. Donc je résume un peu le raisonnement. Le mot ancien pour chose, c'était ku. Le mot moderne pour chose, c'est fait. Et comme ils ont perdu la conscience de ce que signifiait coup, ils adjoignent un mot à ça. Alors, je vais faire quand même une petite remarque, simplement par illustration, entre, par exemple, le français et l'allemand. Hein, c'est que si vous prenez, par exemple, disons, constituer, destituer, instituer, restituer, substituer. Pour aucun francophone, stituer a un statut. Bon, si vous avez assisté, désisté, insisté, résisté, subsisté, sister n'a pas de statut non plus. Bon. Donc, est-ce qu'il faut en déduire que le français aurait, par rapport au système de dérivation de l'allemand, une faiblesse qui serait d'avoir récupéré des racines latines qui ont perdu leur statut de mot autonome entre-temps en français, et de ne plus être capable de savoir que instituer, restituer, constituer, tout ça, ça vient du même racine. C'est quand même un argument qui paraît un petit peu léger. Quant à la question de récupérer des éléments qui ont perdu leur statut, réfléchissons à oui. Oui, en français. Personne ne connaît oui. Bon, que ça vienne de retier, en latin, personne ne le sait. Bon, donc on dit aujourd'hui. Mais nos enfants, ils disent quand même au jour d'aujourd'hui. Bon, donc s'ils disent au jour d'aujourd'hui, c'est quand même que la notion de jour dans aujourd'hui devient moins accessible. Donc nous nous rapprochons quand même dangereusement des sozo. Alors, deuxième manque, le manque de condensation des représentations. Mangelhafte Verdichtung der Vorstellungen. Alors, il nous donne un exemple. I semme kumburu ambo kirama. Toi, Pierre, 7, donc apparemment Sem, Pierre, 7, mais kumburu roule. Am, elle s'en aille, chemin hors de. Ambo kirama. J'ai rajouté un Q apostrophe pour qu'on comprenne que c'est la notion de but qui se trouve entre les deux. Bon, et il nous dit, la traduction normale, c'est roule cette pierre hors du chemin. Autre exemple, Aba bo Jundu, sa mère est partie de Jundu. Ata Jayaro Numu, elle est allée à Jaren. Sa mère est allée de Jundu à Jaren. À propos de ces exemples, il nous dit le manque de condensation est étroitement associé au manque d'isolation. On observe qu'il y a un qualitatif, le vai, donc qui est une autre langue mandingue, adjoint volontiers le négatif opposé. C'est-à-dire qu'on a en gros, il est pas beau. Hein, ça, on renforce par le négatif. Un emploi plus fréquent de la conjonction adversative sondern, en allemand, mais au contraire, aurait pu convenir ici. Mais à ma connaissance, elle lui fait défaut. Si le nègre veut se représenter deux images, il a besoin pour cela de deux représentations identiques, associées, couvrant pleinement les complexes, les représentations complexes. Même si dans ces deux complexes, une représentation est commune, elle est conservée dans chacun des deux. A l'inverse, dans notre esprit, les représentations de chaque complexe ne sont pas moins fermement associées, mais simultanément, elles sont autonomes.
au point que chacune peut connaître des destins qui ne touchent pas le complexe en lui-même. Car, grâce au format de mots, chaque représentation conserve sa pleine indépendance, alors qu'en même temps, leur association, c'est-à-dire leur relation au tout, reste préservée. Et il complète, dans la conscience du nègre mandé, la perception concrète avec son environnement matériel est encore prépondérante et sa conversion en représentation s'effectue de manière incomplète. Donc, par rapport à la discussion psychologique entre percept et concept, ça revient à dire que la force de l'esprit civilisé, c'est de détacher les percepts de tout leur environnement, hein, d'en faire une idée, une représentation idéale, brute, indépendante du contexte. Alors que dans le cas des sozos, des mandés, il y a une incapacité, c'est-à-dire que le percept reste toujours directement accessible et il n'y a pas une véritable conceptualisation. C'est l'idée qu'on a là-dedans. Donc, pour terminer, est-ce qu'on est réellement convaincu par ça? D'abord, on a très peu d'exemples. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai lu la totalité des 300 et quelques pages, mais j'ai quand même vérifié qu'il n'y avait pas d'autres exemples plus convaincants. Non, ce qui donne dans son introduction à cette conclusion, c'est ce qui lui paraît le plus convaincant. Donc, je dirais que, pour autant que je puisse juger, c'est-à-dire que pas du tout africaniste, il me semble que l'analyse des données linguistiques relativement aux connaissances de l'époque est pertinente. C'est-à-dire qu'il a fait un travail sérieux, il a noté un important vocabulaire, des moyens de mise en relation des mots, il a fait son travail correctement. Mais le cadre épistémologique est absolument typique des pétitions de principe évolutionnistes du XIXe siècle. Première pétition de principe. L'être humain est obligatoirement l'aboutissement de l'évolution phylogénétique de l'espèce humaine et l'homme civilisé